Salut les copains, j'espère que vous allez bien. Il y a quelques jours, je partageais avec vous une liste de montres que j'avais dans le viseur pour l'année 2021. Et puis suite à ça, j'ai reçu quelques suggestions pour garnir ma collection. Donc ma collection, je pense que c'est clair, il n'y a pas vraiment beaucoup de montres carrées, il n'y a pas de montres avec des complications style réserve de marche, il n'y a pas de marque indépendante. Et donc, vous avez, au travers des commentaires, partagé quelques suggestions que je recompile ici et qu'on va passer en revue. Alors, la première chose, c'était une montre squelette. Donc en fait, il faut savoir que, oui c'est vrai, j'ai pas de montre squelette, ni même de montre cœur ouvert dans la collection, mais un petit point avant, c'est que j'ai remarqué que sur les sites web des marques horlogères, de même que chez la plupart des gens, il y a ce petit malentendu entre squelette et cœur ouvert ou open heart en anglais, à savoir que les gens confondent l'un et l'autre. Donc, un cœur ouvert, c'est quoi? C'est un trou dans le cadran qui laisse apparaître les parties du mouvement qui sont elles-mêmes en mouvement, alors qu'un squelette, c'est une montre qui n'a pas de cadran et une montre dont le mouvement a été réduit à sa plus simple expression. C'est important de distinguer les deux parce qu'un squelette implique évidemment un gros effort au niveau du dessin, alors qu'une montre à cœur ouvert, parfois c'est juste un trou, pour dire un petit peu vulgairement. Et c'est pour ça que la différence de prix entre une montre à cœur ouvert et une montre classique va être de 10%, 20%, je prends ici exemple dans le Swatch Group, alors que pour une montre squelette, on va être sur des gammes de prix vraiment différentes. Alors, pour s'en convaincre, on va aller directement sur le site web de Tissot. Pourquoi? Parce que Tissot, c'est un petit peu la qualité à prix d'amis et on va un peu benchmarker ce que c'est qu'une montre squelette au niveau prix. Donc ici, on a la Tissot T-Complication Squelette Mécanical. Donc c'est une montre à remontage manuel qu'il propose à 1795 €. Donc, il faut savoir que Tissot fait partie évidemment du Swatch Group et donc les mouvements, ils peuvent se les passer. Le Powermatic 80, on va le retrouver globalement un petit peu dans toutes les marques du groupe et ça demande pas beaucoup d'efforts de se passer un mouvement, ça permet de réduire les coûts. Mais ce qu'il faut noter, c'est que pour faire un squelette, par contre, Tissot ne peut pas sortir un squelette et aller reprendre le même squelette ou le même dessin chez Hamilton, le même dessin chez Rado, etc. etc. Donc, il faut mouiller son maillot quand on fait un squelette et c'est pour ça que les squelettes sont toujours beaucoup plus chers, alors que finalement, technologiquement, ça reste un mouvement maison. Alors, le problème avec cette Tissot-là, c'est que son diamètre est un petit peu grand. Elle fait 43 mm. Et vous savez que pour moi, la taille idéale pour mon poignet de 16 cm, c'est 36 mm. C'est comme ça, avec 36 mm, que j'arrive à croire que mon poignet est musclé et qu'une montre m'habille bien. Donc on va regarder dans une autre marque qui est la marque Rado, toujours qui fait partie du Swatch Group. Et là, qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'ils ont, plusieurs montres squelettes ou plusieurs montres à cœur ouvert, open heart ici d'ailleurs, ils le voient bien, eux-mêmes confondent. Mais oui, parce que en fait, ce sont des montres qui ont pas mal de succès en Asie et Rado a des grosses ambitions sur le marché asiatique. On le voit par exemple avec le genre de brand ambassadeur avec lesquels ils ont été signés. Donc ce sont des Russes, des Chinois, des joueurs, donc des sportifs indiens, etc., etc. Grosses ambitions et c'est un marché qui aime bien ce type de complications, ce type de montre. Chez Rado, donc, ils ont en 38 mm cette montre qu'ils vont proposer à 2350 €. Donc Rado, c'est quoi? C'est une marque qui innove par la qualité de ses matériaux. Par rapport à Tissot, elle va facturer grosso modo 500 € en plus pour avoir un squelette. Alors que franchement, la plupart des montres Rado sont plus chères de 500 € que le reste des montres Tissot. Alors, ici, on est sur la qualité Rado, donc belle finition, usage de la céramique. Il faut savoir que ma copine a une Rado Ceramica et c'est le genre de matériaux que j'aime bien.
ça rend très très bien, c'est beaucoup moins griffable que de l'acier classique. Alors, on passe à la suggestion suivante, qui est une suggestion qui vient d'un abonné qui est assez fidèle à la chaîne et qui se reconnaîtra sûrement, qui est l'Orient Star, et qui part du principe que eh bien, je n'ai pas de complications réserve de marche dans la collection. Alors, cette Orient Star, elle en propose une, hein, on peut le voir ici à l'écran, donc cette complication réserve de marche donc de 40 heures avec une petite aiguille alpha, eh bien, ils ont été la placer au-dessus, sur la partie donc supérieure du cadran, ce que je trouve assez atypique. Parce que du coup ils ont dû mettre le logo sur la partie inférieure, mais je la trouve très très bien balancée. Elle a un design un petit peu vieillot, mais c'est voulu. Moi j'aime beaucoup ça. Regardez ici, les cornes démarrent très très tard sur le cadran. Ce sont des cornes assez courtes, hein. C'est pour ça qu'on reste, malgré son 38 mm et demi, on reste sur du 44 mm de corne à corne, ce qui est pour moi la taille idéale de montre. Alors, Orient Star, c'est quoi? Mais c'est la marque un petit peu plus premium de Orient. Donc, pour ceux qui se souviennent et ceux qui connaissent les Seiko Sarb 33, Sarb 35, eh bien, on est sur la même gamme, le même rapport qualité-prix. Donc, des montres bien finies et qui, pour aux alentours de 500 €, donnent de la bonne qualité. Les Seiko Sarb, évidemment, maintenant c'est terminé. Maintenant, on est plus sur du Seiko Présage et c'est un petit peu ça que Orient Star va aller concurrencer. Que dire d'autre aussi? On a des index en épi, on a un cadran qui est quand même assez ouvert, une grosse couronne, un mouvement automatique qu'on peut remonter à la main et les aiguilles dauphines, hein, donc les aiguilles dauphines polymiroirs, ça c'est typiquement les montres habillées. D'ailleurs, elles n'ont pas de Luminova comme on peut le voir ici. La montre suivante qu'on me propose, eh bien, prend en compte le fait que je n'ai pas de montre habillée moderne dans la collection, pas en 36 en tout cas. Et cette montre Orient Bambino viendrait parfaitement compléter cette collection. Donc on est sur du 36 mm. Alors, quelque chose de totalement ahurissant, je trouve, c'est que encore beaucoup de fabricants de montres, ou même pire, de marchands sur Internet, eh bien, considèrent que le 36 mm c'est une taille de femme. Alors pas du tout, d'une part parce que le 36 mm c'est tout à fait portable, 36 mm c'est la taille des Just qui est encore à ce jour la plus vendue, et elles sont vendues beaucoup à des hommes. Pour une femme aussi, je trouve que 36 mm c'est un peu trop. Moi, pour une femme, je vois plus du 31, même du 34, je trouve ça parfois un peu grand. Donc je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'ils mettent Ladies Watch. Enfin bon, le problème de cette Orient Bambino 36, c'est qu'elle est quasiment introuvable. Et quand elle est trouvable, comme ici sur ce site web, eh bien généralement, voilà, le tarif, ça cogne, hein. Quand on va regarder le prix liste, sur des sites web situés dans d'autres pays ou plutôt en Asie, on est plutôt sur du 150 €. Ici, voilà, hein, donc elle arrive chez vous, elle est dédouanée, etc. Mais enfin, il faut quand même s'acquitter de 251 €. Très bien, quand on aime, on ne compte pas, hein. Mais ici, bon, Orient, c'est quoi? C'est une marque, c'est en fait de l'entrée de gamme, c'est de l'entrée de gamme qualitatif. Ici, avec la gamme Bambino, donc ils l'ont sorti il y a une dizaine d'années, je pense. Ils ont d'abord sorti en 40 mm et demi, puis en 41, puis là, c'est encore en train de monter. Les montres habillées, hein, très franchement, en 41, 42, moi, je trouve que c'est un manque de goût, hein. Comment est-ce qu'on peut avoir une montre habillée aussi grande alors que justement elle doit être fine, elle doit passer en dessous de la chemise. Bref, et donc Orient sort ici cette Bambino. Mouvement dépouillé, index épi, mouvement automatique avec la date, une couronne bien dessinée. Voilà, c'est le genre de montre que j'aime bien. Très franchement, j'ai déjà vu des Bambino, mais en 36 pas encore. Et je pense que c'est la montre qui serait la plus susceptible de rentrer dans la collection. Pour la montre suivante, eh bien, on part sur une marque indépendante, une marque française qui est Yema, et cette Yema Pearl Diver
qui est suggérée par un abonné. Cette Yamaha Pearl Diver, eh bien, je vais d'abord parler de ce que j'aime pas. Donc il n'y a pas de relief sur le cadran, index non appliqué, logo non appliqué, donc ça va sans doute un petit peu manquer de relief. Mais chez Yamaha, pardon, ils ont eu la bonne idée de la fournir avec un ésalite de 3 mm et demi, c'est quand même pas mal. Hein. Et qu'est-ce que ça fait? Ça fait des déformations au niveau visuel. Donc ça veut dire que l'absence de relief du cadran va être contrebalancée par les déformations au niveau visuel. Regardez ici, c'est superbe. Donc on est quoi? On est sur une montre bien proportionnée, bien symétrique, une montre étanche, 38 mm. Donc elle va quand même faire à un moment donné, je ne vais pas dire de l'ombre, mais marcher sur les plates-bandes de cette fameuse SKX 013 hein, qui est introuvable nulle part et qui donc fatalement, parce que sa demande est encore présente, eh bien, sa cote est en train de bien monter. Pas de date ici pour cette Yamaha, je l'ai dit tout de suite, cadran symétrique. Alors, un point que j'aime pas beaucoup, c'est le fait que ce soit un mouvement propriétaire. Donc, les mouvements propriétaires, c'est très bien, mais c'est juste qu'à un moment donné, quand on doit la faire réparer ou quand on doit la passer à l'entretien, payer 350 € ou 400 €, c'est un petit peu déraisonnable au prix où on a payé la montre. Mais enfin, voilà, ça a le mérite d'exister. D'autres le font aussi, hein. Oris avec son calibre 400, eux ils disent, nous, notre montre, notre mouvement, pardon, il peut durer 10 ans sans entretien. Donc je la trouve très attachante, cette Yamaha, avec une grosse couronne en plus. Vous voyez ici, sur la lunette, il n'y a pas d'inscription, il fallait le faire. Voilà, ça lui donne un style dépouillé. On peut voir aussi que c'est une montre avec laquelle on pourrait carrément voyager dans le temps, hein, puisque c'est la réinterprétation en fait, moderne de la Navigraph des années 70. Et c'est une montre qui a été d'ailleurs dessinée par un fan, puisque Yamaha avait mis une plateforme à disposition pour que les fans puissent envoyer leurs dessins. Et c'est ce dessin-là qui a été mis à l'honneur. Encore une fois, je la trouve très attachante. Alors, il y a un point que les gens n'aiment pas beaucoup parfois, c'est la fausse patine. Alors, moi, je trouve que l'usage de la fausse patine, donc il faut bien distinguer ce que c'est la patine. Hein. Donc, c'est une altération des couleurs, une altération des matériaux due à l'oxydation. Ici, on ne peut pas vraiment dire qu'elle vient usurper quoi que ce soit. Moi, je trouve que l'usage de la fausse patine fait référence à des montres du passé. Et donc, on va plutôt parler ici d'index de couleur crème. Et donc, on a la dualité blanc couleur crème ici, avec une petite touche de rouge. Donc ça aussi, c'est très très bien vu de la part de Yamaha ou de la part du fan qui a dessiné cette montre. On passe au modèle suivant avec une suggestion qui vient d'un abonné qui me propose la Jaeger-LeCoultre Master Ultra Thin. Alors, il faut savoir que Jaeger-LeCoultre, ou Jaeger, je ne sais jamais comment on le dit, mais ici je vais faire l'effort de dire Jaeger, vous allez voir pourquoi. Ce qui se passe, c'est que c'est une marque qui est connue globalement que pour l'arrêt verso. Moi, il y a quelques années, vous me demandez, tiens, tu peux nous citer des modèles de Jaeger-LeCoultre. À part l'arrêt verso, j'aurais été incapable de vous citer quoi que ce soit comme autre modèle. Alors que, d'un point de vue légitime, cette gamme Master Ultra Thin a vraiment le droit d'exister puisqu'elle est à la base du rapprochement entre Jaeger et LeCoultre. Donc à la fin du 18e, Jaeger fait du matériel pour la marine nationale, sauf que c'est la crise et donc il décide un petit peu de pivoter vers la montre plate, voire ultra plate. Il met au point un dessin et ce dessin, dans son petit atelier, il n'arrive pas à le réaliser. Et donc il va faire un appel, il va lancer un challenge aux horlogers pour savoir qui pourrait l'aider à produire ce mouvement ultra plat. Et c'est LeCoultre qui va répondre et qui va produire ce mouvement. Donc c'est à ce moment-là que les deux vont se rapprocher et vont signer une petite convention en 1903 qui va démarrer leur activité, donc Jaeger-LeCoultre. Et donc c'est à la base ce type de mouvement, ou plutôt cette gamme de montres ultra plates qui est à la base de leur collaboration et de la marque. Donc grande légitimité aussi. Alors le prix évidemment c'est costaud, mais pour ce prix-là vous avez un mouvement qui est décoré vraiment top niveau. On est sur une montre en 38 mm.
avec des petites cornes. Je la trouve absolument magnifique. Donc vraiment très très bonne suggestion. Très honnêtement, ça vole un peu haut pour moi au niveau du prix, mais enfin c'est quand même pas mal d'avoir aussi un petit Graal à l'horizon, sait-on jamais. La montre suivante qui arrive en tant que suggestion, eh bien, on part du principe que sur la collection que j'ai, il n'y a pas vraiment de montre carrée. Donc quelqu'un me proposait la Cartier Tank, et la marque Cartier, je la verrais bien dans la collection parce que c'est une marque qui est légitime. Cartier, ils ont innové, la première montre poignée, c'est eux. Ils se profilent maintenant, je dirais plus, ils se positionnent vraiment comme une marque de montre, mais leur image, donc autant le positionnement d'un point de vue marketing, c'est ce que la marque veut avoir comme image, autant l'image c'est le résultat de ce qu'elle a. Et l'image de Cartier, encore fortement axée, je trouve, sur tout ce qui est bijoux. Et moi, ça me convient très bien, ça me dérange pas. Chacun sa spécialité. Mais donc, une montre plus bijoux dans la collection, pourquoi pas, avec la Tank. Donc ici, on est sur la gamme des montres pour hommes. On va passer sur la Tank maintenant. Et qu'est-ce qu'on a dans les Tanks? Eh bien, on a plusieurs modèles. Leur site est vraiment très très lent, ça, il devrait absolument corriger. Donc on a tout d'abord la Tank Louis Cartier. Donc c'est la première Tank qui a été dessinée à la fin de la Première Guerre mondiale. Donc à ce moment-là, les tanks, vraiment les machines de guerre, eh bien, prenaient le dessus. On s'imaginait que c'était la panacée. À l'époque, il n'y avait pas de bombes atomiques, donc on s'imaginait qu'avec les tanks, eh bien, on allait pouvoir gagner toutes les guerres, et toutes les grandes forces armées voulaient avoir leur flotte de tanks, et il n'en fallait pas plus pour Louis Cartier pour dessiner un modèle qui, vu de haut, ressemble à un tank avec les chenilles. Ici, les chenilles et un cadran, ou plutôt des cornes, puisque les cornes, les chenilles pardon, font office de cornes, eh bien, vont avoir un relief un petit peu bombé, et ça va jouer un rôle pour la suite des tanks dont je vais vous parler. Donc ça, c'est la Tank Louis Cartier, la Tank originelle qui a traversé tout le XXe siècle. Alors chez Cartier, eh bien, ils ont sorti d'autres tanks. Alors la Tank américaine dans les années 80, avec ici un modèle un petit peu plus long, un modèle plus effilé, on va dire. La Tank française, la Tank MC, donc ça c'est tous les calibres maison. Et puis on arrive à la Tank Solo, qui est voilà, la Tank qui me plaît, et principalement la Tank Solo, un modèle quartz. Oui, je sais, moi c'est le modèle quartz qui m'attire, parce qu'en fait je ne considère pas qu'il faille payer en plus pour un modèle de chez Cartier. Moi c'est plutôt pour la forme, pour l'originalité du cadran et cet ancrage dans l'histoire. Donc je clique dessus et ce qu'on peut voir, eh bien, c'est que cette Cartier Tank, eh bien, elle reprend évidemment tous les codes de la Cartier Tank originelle, à savoir la couronne montée sur un rubis bleu, les index ici qui sont des index en chiffres romains style art déco. Alors ça ne se voit pas, mais sur l'index 7, eh bien, le V donc, du 7 eh bien, contient une petite inscription. C'est ça aussi l'identité visuelle de Cartier. On a les aiguilles bleues un petit peu glaive, et un détail que j'aime beaucoup, eh bien, c'est que les fameuses chenilles du tank ici, eh bien, elles ont une partie qui est plate, un petit peu brossée. Je trouve que ça va admirablement bien. La Cartier Tank Solo, eh bien, elle a été créée assez récemment, ça fait à peine 15 ans je pense qu'ils l'ont créée, donc c'est quand même assez récent, mais je la trouve, voilà, je trouve que c'est un bon mix entre le moderne et le passé. Alors on continue sur la suggestion des abonnés avec une Stowa, je ne sais pas pourquoi j'ai dit Stowa Flieger 36. Donc il n'y a pas de montre pilote dans la collection. Il y avait une Belle Eros, mais je l'ai vendue. Donc il y a une place libre pour les pilotes. Et ici la pilote 36 de chez Stowa. Stowa, une marque qui a été créée fin des années 20 et qui, comme toutes les montres allemandes, pratiquement, ce sont des montres fiables, des montres robustes, des montres simples aussi, des montres lisibles, et on va dire franchement des montres un petit peu tristounettes aussi. Mais voilà, pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? Cette Stowa 36, je la trouve très très jolie. Elle est animée d'un Sellita
Alors, vous voyez, hein, vous pouvez la prendre en automatique avec une fonction hand winding, avec logo, sans logo. Voilà, ici à chaque fois, si je la prends sans logo, eh bien, ça va adapter le prix, ça va adapter également le cadran. Il faut savoir qu'il y a la date, donc on peut choisir la date sans date. À chaque fois, le prix s'adapte, le cadran va s'adapter ici aussi. Donc, chez Stowa, eh bien, ils ont décidé d'offrir toutes les options possibles aux personnes, parce que là on est sur du 36, mais ce sont des montres qui existent aussi en 39, 42 je pense, et puis ça monte encore. Donc vraiment il faut faire des efforts hein, chez Stowa pour ne pas trouver réponse à un cahier de charge. Des montres très attachantes, des montres qui ont connu l'inflation aussi, emportées par tout l'aura qu'il y a en ce moment sur les marques de montres allemandes qui sont en train de trouver une belle légitimité et une belle reconnaissance. Évidemment, ça prendra encore du temps, mais je pense à Nomos qui a des mouvements propriétaires, je pense à Sinn, eh bien, à Lange et Schoen aussi. Donc, toutes des marques qui eh bien, voient leur prix augmenter. Et cette Stowa, eh bien, il faut savoir qu'il y a une dizaine d'années, elle était présentée à 570 €. Hein. Si vous allez un petit peu sur le Wayback Machine, qui est la machine, le site web qui permet de remonter un petit peu dans le temps, vous allez sur le site de Stowa, vous allez la trouver à 570 €. Donc oui, c'est normal d'augmenter ses prix, surtout quand la qualité est là. Et puis aussi, il faut savoir que le segment des montres de moins de 1000 €, c'est un segment qui perd des plumes depuis, et je le dis poliment, hein, depuis on va dire une dizaine d'années, et donc c'est logique que toutes les marques se premiumisent et toutes les marques veulent sortir de ce segment-là, hein, puisque c'est le segment qui perd en volume de vente, et Stowa ne fait pas exemple à la règle non plus. C'est comme ça on voit aussi que Seiko est occupé à se premiumiser. Donc grande qualité pour cette Stowa qui n'a que des avis positifs, hein. Quand je me renseigne un petit peu, j'ai jamais eu l'occasion d'en toucher une, d'en avoir une en main, mais voilà, un design qui me parle en tout cas. Très bonne sélection, pardon, très bonne suggestion. Alors, la dernière suggestion vient eh bien d'une femme qui a vu la vidéo dans laquelle je présentais la Smith PRS 25, qui est la réinterprétation de la Rolex Explorer 1016. Et eh bien, notre camarade, parce que sur la chaîne, il y a 99,7% d'hommes, je le vois dans les statistiques, et donc il y a 0,3% de femmes. Et bien, en plus de ça, la femme qui regarde mes vidéos, eh bien, elle a fait une suggestion très pertinente, puisqu'elle propose cette Zeno Explorer. Alors Zeno, c'est une marque qui est incomprise, qui est mal aimée, alors que pourtant c'est une marque qualitative. Pourquoi elle est mal aimée? Selon moi, elle a un problème de positionnement. En fait, quand on fait, comme je le disais, un peu tout pour tout le monde, hein, eh bien, c'est qu'on fait rien pour personne, et c'est leur problème. Chez Zeno, ils font beaucoup de choses, hein, quand on regarde un petit peu. Ça, c'est juste une toute petite partie de leur collection, pardon, mais on voit que ça part déjà dans tous les sens. Ouais. Leur collection, ça va du plus simple au plus hideux, malheureusement. Alors ici on est sur une montre, ben voilà, la Rolex Explorer 1016, on est sur des aiguilles Mercedes 369, une lunette ici. Par contre, comparé à la Rolex Explorer et à la Smith PRS 25, on est sur du 38 mm avec un mouvement. Je ne sais pas exactement il y a quoi comme mouvement, mais je sais que chez Zeno ils ont vraiment des mouvements suisses, donc c'est une belle suggestion. C'est aussi une marque un petit peu qui souffre de par les points de vente dans lesquels elle s'affiche. Quand c'est en Suisse, eh bien, c'est plutôt dans les boutiques souvenirs. Et puis ici, du côté de chez nous autres, en France, en Belgique, on va la trouver de façon un petit peu plus régulière dans des bijouteries, parfois haut de gamme, parfois un petit peu milieu de gamme. Donc voilà, un positionnement qui n'est pas clair. J'espère qu'ils vont pouvoir régler ça dans les années à venir. Enfin, j'espère pour eux. Merci à tous de m'avoir suivi jusqu'ici. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a appris quelque chose. Si c'est le cas, abonnez-vous. Alors de mon côté, j'ai 2 nouvelles montres dans la collection. Je vais vous en parler dans les jours qui vont suivre. Voilà, je suis assez excité. Il y en a une qui est venue un peu de façon inattendue, et l'autre qui bien fait partie de la sélection des montres que j'avais dans le viseur pour cette année 2021. Encore une fois, merci de m'avoir suivi jusqu'ici, et je vous dis à très bientôt. Ciao!